Bon, les gens, je ne sais pas comment ça fonctionne. Je ne sais pas s'il y a une grande conspiration derrière tout ça ou si c'est simplement ainsi que le discours évolue. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne pense pas qu'il faille invoquer des théories du complot quand une idéologie s'affiche clairement. Que veux-je dire par là? Donc, chaque pays occidental en ce moment a un débat interne, même si on a l'impression que nous devenons de plus en plus polarisés et que nous nous radicalisons de plus en plus dans nos propres convictions idéologiques. Mais sous la surface, une chose que personne ne peut nier, c'est que chaque pays occidental a un débat sur l'immigration. Et lorsqu'il s'agit d'immigration, les gens parlent souvent de deux choses, intégration et assimilation. Vous avez peut-être entendu ces deux mots. Que signifie-t-il réellement? Donc, l'intégration signifie que lorsque vous accueillez des personnes d'une culture étrangère dans votre culture, elles deviennent d'une certaine manière partie du système. C'est ce qu'on appelle l'intégration. Donc par exemple, en Australie, nous avons une économie de marché et une démocratie libérale. Les personnes qui viennent de sociétés non démocratiques ou même non capitalistes viendront ici, achèteront une maison, trouveront un emploi. Elles seront intégrées dans le système. Pas comme les Amish qui ne sont pas intégrés à la société américaine dominante, mais eux seront intégrés. C'est une bonne chose. C'est ce que chaque pays qui s'est ouvert à l'immigration voulait. Et cela a parfaitement du sens. Pourquoi faire venir des personnes d'autres cultures si elles ne participent pas à votre économie? Parce que vous le croyez ou non, que vous soyez de gauche ou de droite, vous voulez que votre économie croisse, car nos économies garantissent que nous maintenons une bonne qualité de vie et que nous continuons à progresser, à améliorer notre mode de vie. Maintenant, il s'avère que l'intégration ne fonctionne pas sans assimilation. Alors, que signifie l'assimilation? J'ai donc demandé à ChatGPT de me la définir et je vais vous lire sa réponse. Lorsque des individus ou des groupes issus d'une culture adoptent les normes, les valeurs, les comportements et l'identité d'une autre culture, généralement dominante, au point où leurs traits culturels d'origine s'estompent ou disparaissent, alors appliquons cela aux musulmans, aux Indiens ou à toute autre culture. Donc ils arrivent dans les pays occidentaux et ils abandonnent leurs normes culturelles archaïques. Par exemple, parlons des musulmans. Mutilation génitale féminine, mariage d'enfants, aversion pour la liberté d'expression, liberté de religion, liberté de ne pas avoir de religion. Tous ces concepts sont totalement étrangers à la doctrine de l'islam. Et par conséquent, les musulmans ont du mal à se détacher de ces valeurs. Nous faisons face à des pénuries, une pénurie de compétences, une pénurie de personnel. De manière générale, les populations sont en déclin. Donc nous allons faire venir des personnes d'autres cultures avec la promesse qu'elles s'intégreront et s'assimileront. Vous pouvez lire n'importe quel manifeste précédent des personnes pro-immigration. Ils vous promettaient toujours cela. Donc en d'autres termes, ils vous disaient qu'on allait importer des gens du Pakistan, de Syrie, du Liban, etc. Et ces personnes allaient être comme Harris Sultan. Maintenant, il est devenu parfaitement clair que cela ne s'est pas passé comme prévu, car nous avons vu ce qui se passe au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni est un point chaud, d'accord? Ça arrive au Canada, ça arrive à la Nouvelle-Zélande, ça arrive à l'Australie, c'est déjà arrivé à la France et à l'Allemagne, ça arrive aux États-Unis, mais comme les États-Unis sont beaucoup plus grands, c'est pour ça qu'ils pourraient être le dernier pays à tomber sous l'emprise de l'islam. Mais les musulmans font aussi de leur mieux là-bas. Et il n'y a pas que l'islam, d'autres cultures aussi, comme par exemple les Indiens. Maintenant, les Indiens s'intègrent mieux et même beaucoup mieux que les musulmans en matière d'assimilation, surtout la deuxième et la troisième génération, qui s'assimilent beaucoup mieux parce que culturellement, ils sont déjà un peu libéraux. Ils sont déjà ouverts d'esprit. Ils ont beaucoup plus de valeurs communes avec l'Occident que les musulmans, par exemple. Vous comprenez donc maintenant l'importance de l'intégration et de l'assimilation. Parlons de ce mot parce que quelqu'un, je ne sais pas si c'est un complot organisé ou si c'est ainsi que les discours évoluent. Certaines personnes ont commencé à s'opposer à l'idée d'assimilation. Pourquoi devrais-je m'assimiler? Pourquoi devrais-je renoncer à mes valeurs culturelles et à mon identité? Eh bien, tout d'abord, vous avez été autorisé à venir en Occident à condition que vous finissiez par vous assimiler. Vous n'allez pas scander charia au Royaume-Uni. Vous n'allez pas exiger des quartiers réservés uniquement aux musulmans. Vous n'allez pas imposer vos valeurs religieuses comme le mariage entre cousins, les mutilations génitales féminines, la culture de l'honneur. Aucune de ces absurdités ne sera tolérée en Occident. C'était la condition initiale pour que vos parents puissent venir en Occident.
À cette condition, vous êtes les bienvenus à nous rejoindre et à profiter d'un mode de vie supérieur, c'est-à-dire le mode de vie occidental. Mais les choses ne se passent jamais comme prévu. Nous avons déjà vu comment cela s'est déroulé en Grande-Bretagne. La deuxième et la troisième génération ont développé une crise d'identité, devenant plus radicale que leurs parents, bien que des millions d'exemples existent au Royaume-Uni. Regardez cette photo. Ce gars s'appelle Motin Ali. Il est le chef adjoint du Parti des Verts. Regardez-le, un islamiste radical à part entière. Regardez sa femme, une guerrière ninja. Mais regardez ses parents, ce sont eux qui sont venus au Royaume-Uni. Et son père renvoyait l'image d'un homme en costume cravate. Et voyez, il n'est peut-être pas aussi radical que son fils. L'espoir était que leurs enfants, nés et élevés en Grande-Bretagne, deviennent des Britanniques comme les autres. C'était l'espoir. Mais nous savons tous à quel point cette idée a été complètement chamboulée. Mais ça, c'est juste le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, c'est le pire exemple de cela. Mais pendant très longtemps, beaucoup de gens se sont interrogés, moi y compris. Et je me demandais, pourquoi ne voyons-nous pas le genre de musulmans radicaux que l'on voit en Grande-Bretagne, aux États-Unis ou en Australie? Pourquoi? Longtemps, nous pensions que cela venait peut-être du fait que les personnes arrivant en Australie il y a 5 ans étaient des musulmans très qualifiés et instruits. Ce n'était pas comme les villageois que la Grande-Bretagne a fait venir dans les années 50 de la région appelée Mirpur, au Pakistan, qui était arriérés, même selon les normes des Pakistanais de l'époque. Voilà pourquoi certaines communautés de Pakistanais britanniques au Royaume-Uni semblent figées dans les années 50, pas celles de la Grande-Bretagne, mais celles du Pakistan. Alors peut-être que le Royaume-Uni s'est trompé et que l'Australie et l'Amérique s'y prennent plus intelligemment parce qu'ils n'accueillent que le meilleur du meilleur. Ou du moins, c'est ce que nous pensions. Maintenant, nous voyons en Amérique des mouvements islamistes s'implanter. Il y a maintenant un complot organisé derrière cela. Ce n'est un secret pour personne que les frères musulmans sont financés par les Qataris, ou les Qataris comme vous préférez les appeler. Et ils construisent des villes réservées aux musulmans. Ils commencent à exiger la charia. J'ai probablement fait plus de 50 vidéos sur l'islamisation de l'Amérique. Il y a une playlist qui s'appelle Les États-Unis. Allez simplement y jeter un œil. Vous trouverez toutes mes vidéos sur l'Amérique à ce sujet. Donc, chaque pays occidental est en train d'être islamisé et hindouisé, indianisé. Cela se produit aussi. Comme je l'ai dit, ne nous inquiétons pas encore à ce niveau. Même si les Canadiens, comme les Australiens, commencent à s'inquiéter de l'arrivée d'Indiens, je ne leur en veux pas. J'ai vu de nombreux Indiens dire « Vous devez protéger votre pays et votre culture. Il n'y a rien de mal à défendre votre mode de vie. Si vous faites venir 1 million de Pakistanais, je peux vous garantir que vous auriez de la chance de trouver parmi eux 10 personnes comme Haris Sultan parmi eux. Vous aurez beaucoup de chance d'en avoir un seul. » Mais je vois beaucoup d'ex-musulmans pakistanais qui ne veulent pas islamiser ou pakistanaiser les pays étrangers où ils vont. Désolé, ce n'est pas pour me vanter. Je me demande souvent pourquoi je suis si différent. Pourquoi est-ce que je ne ressens aucune loyauté envers ma culture d'origine du Pakistan ou ma ville natale de Lahore? Marianne Faouki aussi est née à Lahore à voir la façon dont elle se comporte. Elle trouve tellement de défauts à l'Australie, mais elle parle toujours très positivement du Pakistan. Pourtant, elle n'y vivrait pas. Mais toi, tu veux contrôler les femmes noires? Tu veux contrôler notre façon de nous, personnes noires et métisses, perturbons et contestons. Tu veux que nous soyons enfermés dans ce que le système suprémaciste blanc considère comme la bonne façon de protester et de contester. Son fils est très anti-blanc, anti-Australie, même s'il est né et a grandi en Australie. Je me demande souvent pourquoi je ne ressens pas ce sentiment. C'est simple, je regarde les choses objectivement, donc je suis athée. Réfléchis-y un instant. Si tu es un extraterrestre arrivant ici, tu remarques qu'il y a de la vie sur cette planète, et même de la vie intelligente. Ces gens peuvent bâtir des civilisations, des villes, des bâtiments, et même aller sur la Lune. D'accord, voyons voir. Quelle civilisation est à son apogée en ce moment? Oh, d'accord, j'en vois quelques-unes. Mais regardons cette région là-bas. Oh, d'accord, ces gens vivent encore dans des cabanes et des huttes en terre. D'accord, pas de progrès considérable. Leur population vit dans une grande pauvreté et la qualité de vie y est très faible. Avançons vers l'Est, où l'on remarque que ces civilisations sont anciennes. Ils ont bâti des bâtiments historiques, mais vivent aujourd'hui dans des taudis. Certains pays sont en développement ou émergents, mais ne sont pas à leur apogée. Peut-être qu'ils étaient en grand à l'époque, l'ancien empire chinois, les anciens Indiens et évidemment les Sumériens,
le berceau de l'agriculture. Si je regardais en 3000 avant notre ère, je dirais, eh bien, l'Égypte, c'est la plus grande civilisation sur Terre. Mais en ce moment, si je regardais, je dirais, oh, les Européens s'en sortent plutôt bien. Oh, mais ils ont quelques zones à problème. Oh, ces parties problématiques, on dirait que les gens qu'on vient de voir n'avaient pas réussi chez eux, dans leur propre civilisation d'origine. C'est ça. Oh, il y en a un autre de l'autre côté de l'océan. Observons-les. Oh, ceux-là sont vraiment les meilleurs. Regardez-les. Ils ont la plus grande économie. Ils ont la plus grande armée. Ils ont d'énormes entreprises. Regardez les gratte-ciel sans fin et la Chine aussi. D'accord, mais ils ont un système différent, totalitaire. D'accord, très bien. C'est comme ça que je le vois. Ma définition d'une civilisation supérieure est très simple. Quelle civilisation offre le meilleur mode de vie ou la meilleure qualité de vie à son peuple? C'est l'Occident. Donc, quand vous arrivez à cette conclusion, et si vous êtes athée que vous cherchez des réalités objectives, des vérités objectives, eh bien c'est évident. Je ne veux pas que l'Amérique, l'Europe ou l'Occident en général prennent quoi que ce soit des sociétés ratées et dysfonctionnelles. Ce n'est pas un argument racial. Comme je l'ai dit, si j'observais la Terre en 3000 avant Jésus-Christ, je dirais sans hésiter, les Égyptiens sont les meilleurs. Je suis sûr que vous le diriez aussi. À l'époque, les Européens vivaient dans des huttes de boue. Très bien, ce n'est pas raciste. Je ne comprends pas pourquoi les gens s'énervent dès que quelqu'un dit qu'une culture est arriérée ou avancée, ou qu'une civilisation est avancée. Et au final, une culture ou une civilisation est le reflet du comportement des gens qui y vivent. C'est ça en fait. Bref, désolé, mon sermon a duré trop longtemps. Donc ce mot assimilation est désormais pris pour cible. J'ai vu cet article publié par cet Américain musulman il y a environ 2 semaines dans le Washington Post. Il s'appelle Chadi Hamid. Il dit pourquoi les musulmans doivent-ils être comme tout le monde? Un argument contre l'assimilation. Oui, pourquoi? Pourquoi devrions-nous porter un costume et une cravate? Pourquoi devrions-nous changer? Nous avons une culture qui se dit fière du mariage entre cousins, du mariage des enfants, des burqas, des niqabs, et du refus d'accorder à nos femmes l'autonomie sur leur propre corps. Voilà le genre de pratique dont cette culture se dit fière. Pourquoi devrions-nous y renoncer? C'est exactement ce qu'il dit. Le droit d'une communauté minoritaire d'être aux États-Unis devrait-il dépendre de sa volonté de se conformer à la culture dominante? Oui. Oui. Si vous allez créer une société parallèle, allez au centre de cette société, c'est-à-dire Afghanistan, Pakistan ou d'où que vous veniez. Allez-y. Il répond que ça ne devrait pas dépendre de cela, mais de n'importe quoi, car nous sommes tous américains. Non, tu ne l'es pas. Tu ne peux pas être américain si tu n'adhères pas aux valeurs américaines, parce que les valeurs façonnent ta société, et les sociétés déterminent quel genre de mode de vie tu vas avoir. Donc non. Expulsé. Je voulais faire une vidéo sur ce sujet car cet article a été publié il y a 2 semaines, le 9 avril dans le Washington Post. Et devinez qui en parle maintenant? Le ministre australien des Affaires intérieures, Tony Burke, et sa circonscription comprend Bankstown, d'où venèrent les terroristes de Bandai. Navid Akram et son père, j'ai déjà oublié son nom. Peu importe, sans importance. Des ordures. Tony Burke, écoutons sa logique renversante. Encore une fois, je ne sais pas s'il y a George Soros là-haut qui donne des directives aux journalistes du Washington Post et aux politiciens, du genre « Hey, attaquons l'assimilation parce qu'il faut s'en débarrasser. Il faut créer des sociétés parallèles. » Je ne sais pas si une réunion secrète de quelques hommes autour d'une table donne ces directives ou si le discours évolue simplement ainsi. Honnêtement, je n'ai aucune preuve. Peut-être que c'est juste l'évolution des discours. Et tout au long de l'histoire humaine, ça s'est produit, les gars. Les gens sont des idéologues. On sait que les idéologues façonnent le monde. D'accord. Les personnes qui ont des intérêts matérialistes, comme l'argent, la célébrité, l'influence, peu importe. Ça fonctionne dans une certaine mesure, mais elles ne façonnent pas le monde. Les idéologues façonnent le monde. Et en ce moment, nous avons 2 idées concurrentes. Enfin, en réalité, nous avons 3 idéologies concurrentes. Des personnes qui sont traditionalistes sur le plan culturel du point de vue occidental, nationalistes culturels, peu importe comment vous voulez les appeler. Ensuite, vous avez ces mondialistes, ces gauchistes woke complètement cinglés qui pensent qu'il ne devrait pas y avoir de frontières, qu'il faut accueillir tout le monde, vivre ensemble en harmonie, chanter Kumbaya et créer une culture mondiale unifiée. Et je pense que Tony Burke adhère à cette vision. Et puis, il y a une autre idéologie concurrente, l'idéologie des islamistes.
Et je suis sûr qu'il existe d'autres idéologies en dehors de l'Occident également, mais je n'inclus ici que l'islamisme parce que c'est une idéologie très dominante dans le monde occidental en ce moment. J'espère vraiment qu'ils ne vont pas réussir, mais nous allons avoir du mal tant que nous aurons ce genre de personnes parmi nous. Je ne parle pas de nuire physiquement, je veux dire intellectuellement. Tant que ces personnes existent, il sera plus difficile pour nous de vaincre l'islamisme. Et d'ailleurs, aucune de ces idéologies ne peut coexister pacifiquement. Aucune d'entre elles. Ces mondialistes croient qu'ils le peuvent. Non, ils détestent la droite et les conservateurs. Actuellement, ces idéologies se détestent, mais collaborent avec les islamistes. Mais les islamistes attendent le moment où ils pourront prendre le dessus et faire pendre ces gens à une grue, comme nous l'avons vu en Iran. D'accord, écoutons-le. Le concept d'immigration, c'est que les gens, quand ils viennent en Australie, veulent faire partie de l'Australie. C'est ce que les gens veulent. Et je n'ai jamais accepté le mot assimilation. Je ne veux pas que les gens perdent qui ils sont. Le mot intégration est utilisé dans le dialogue multiculturel depuis très longtemps. Et c'est ça. On veut les gens pour ce qu'ils sont. Je n'ai jamais adhéré à ce concept de melting pot où toute ton identité est censée être dissoute. Comme je te l'ai dit, l'intégration sans assimilation ne marche pas. C'est tout simplement impossible. Comment avoir des gens qui ne croient pas en ton système? S'ils ne croient pas à ton système, ils ne peuvent donc pas s'intégrer. Ce sentiment est très répandu en Grande-Bretagne. On l'a souvent entendu. Les musulmans affirment être musulmans, avant tout. Notre loyauté première va à l'islam. Ma loyauté ultime ne va à aucune nation, elle va au Créateur des nations, elle va à Raboul. J'ai dit très franchement, très clairement, que la loyauté ultime de chaque musulman doit être inconditionnellement réservée uniquement au Créateur. Tony Burke dit que nous devons les accepter tels qu'ils sont. Eh bien, ils vous disent de qui ils sont. Écoutez-les. C'est dans notre religion que nous devons les détester pour Allah. Nous aimons ce qu'Allah aime. Et à l'opposé de cela, nous détestons ce qu'Allah déteste. Ne tournons pas autour du pot. Nous ne nous aimons pas, ne sommes pas sur la même longueur d'onde, ni amis. C'est clair, nous sommes ennemis. Très simple, pas d'intégration, pas de multiculturalisme, pas de diversité, pas de tolérance. J'ai mon propre mode de vie, vous avez le vôtre, vous avez votre démocratie, nous avons notre propre charia, vous avez vos relations libres entre hommes et femmes, nous avons notre propre nikah. J'ai littéralement des centaines de ces vidéos, des centaines de ces vidéos. Et où voulez-vous que cela s'arrête? Ces personnes ne vivent pas au Pakistan, à Gaza ou en Afghanistan. Ces personnes vivent parmi nous. Et ils vous le disent presque quotidiennement. J'ai même arrêté d'enregistrer ces nouvelles vidéos parce que mon dossier est déjà plein. Regardez ça, ce gars-là est candidat au conseil municipal en Grande-Bretagne. Je m'appelle Adi Bashi, je suis un Furana Manush, Lozel Stasve, je suis un homme d'affaires, un homme bien et un... Et je n'ai jamais accepté le mot assimilation. Je ne veux pas que les gens perdent leur identité. Nous voulons les gens pour ce qu'ils sont. Nous voulons les gens pour ce qu'ils sont. C'est ce qu'il est. Voilà ce qui arrive quand on ne met aucune pression sur la communauté migrante entrante pour qu'elle apprenne la culture dominante. Assimilez-vous. C'est pourquoi l'assimilation est cruciale. Toute personne qui pense aujourd'hui qu'il est acceptable d'attaquer l'idée de l'assimilation, qui a évidemment déjà échoué massivement, continue de changer les règles du jeu. Incroyable, non ? L'assimilation a échoué, on ne peut rien faire avec ces gens. Alors, au lieu de les expulser, au lieu de redoubler d'efforts pour s'assurer que ces personnes s'assimilent, ils disent « bon, eh bien, abandonnons. Laissons tout le monde venir. » Que pensez-vous qu'il va se passer lorsque vous amenez des Afghans, qui sont des personnes très conservatrices, en Australie? Vous savez déjà ce qui va arriver. Nous n'avons pas à écouter des idiots comme Tony Burke. Désolé, c'en est un. Et il sait que sa circonscription est majoritairement musulmane. Sa carrière politique est terminée, c'est fini. Au moment où les musulmans de Bankstown, de Lakemba et de tous ces quartiers musulmans de Sydney se rendront compte qu'ils sont assez nombreux, ils vont présenter leur propre candidat. Un peu comme ça. Eh bien ce gars-là, Ahmed, ouf, ce gars-là, je dois faire une vidéo à part sur lui. C'est un véritable djihadiste et un islamiste, et l'islamiste le plus dangereux d'Australie a occupé un poste. Et il ne sera pas le premier. En fait, tu sais quoi ? Je ferai une vidéo séparée sur 5 prédictions de ce qui va se passer en Australie au cours des 12 prochains mois. Ils remettent en cause l'assimilation. D'accord. Alors ne laissez pas passer cet argument. Combattez-le aussi agressivement, aussi impitoyablement et aussi bruyamment que possible.
Parce que demain, ils vous diront qu'il est parfaitement normal que des enclaves musulmanes se forment et qu'ils imposent leurs propres normes culturelles dans les rues. En gros, les musulmans réclament maintenant ce que dit Tony Burke. Il dit qu'il est normal que les musulmans ne perdent pas leur identité. Et nous savons que les musulmans détestent l'alcool, ils détestent les porcs, ils détestent les pubs, ils détestent votre mode de vie occidental. Donc si vous acceptez l'idée que les musulmans devraient être autorisés à rester eux-mêmes et à ne pas s'assimiler, alors oui, ce musulman remarquable en Grande-Bretagne a parfaitement raison d'exiger qu'il n'y ait pas de pub à proximité des mosquées. Il y a tout un pub à côté de la Mashura. Et regardez cet homme. Oh, cet homme. Ils abusent, frère. C'est possible, frère? Comment? Comment est-ce possible? Tony Burke dit non. Il ignore qui est Tony Burke, mais c'est ce que Tony Burke tente d'introduire. Cela nous donne un petit aperçu de l'état d'esprit du Parti travailliste. Nous savons ce que diraient les Verts. Partez que tous les Blancs s'en aillent, décolonisez le pays et rendez-le aux aborigènes. J'ai vu un mème intéressant à ce sujet. Il disait que le Parti travailliste s'excuse auprès des aborigènes pour avoir colonisé leur pays. Un homme aborigène a alors demandé « Comment vous excusez-vous » En recolonisant les jeunes avec des personnes de couleur. C'est ridicule. Ne laissez donc pas passer cet argument. Ils ne s'arrêteront devant rien tant que chaque grand pays occidental prospère ne sera pas démoli. C'est ce qu'ils veulent. Et désolé, ce serait la plus grande catastrophe de la civilisation humaine. Je ne pense pas qu'ils réussiront, mais nous ne pouvons pas les prendre à la légère.